Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, tout d'abord, là, c'est la rentrée. Alors, je suis très content de reprendre les rendez-vous citoyens. Et aujourd'hui, on va faire une petite interview, enfin, une très grande interview en fait. Nous sommes avec Jean Hubert qui va vous expliquer, qui va vous raconter son parcours. Donc, tout d'abord, Jean Hubert, merci de m'avoir reçu. Et est-ce que tu peux te présenter pour... Moi, c'est François Jean Hubert, agriculteur à Montigny-les-Taux-des-Grandes. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Alors, moi, mon parcours, il est un petit peu, on va dire, atypique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas issu de l'agriculture. Donc, je n'ai pas de parents agriculteurs, quoi que ce soit. Je suis arrivé à l'agriculture par moi-même. Donc, en 2006, je décide de refaire une reconversion professionnelle. Parce que je travaillais, j'ai fait divers emplois, j'étais à la fois maçon, j'ai fait un petit peu de bâtiment, j'ai fait un petit peu de vente. Et j'ai décidé de refaire une reconversion dans l'agriculture, donc je suis retourné en formation pour adultes de 9 mois, donc préparer un BPREA. Et là, tu avais quel âge? Ouh là, j'avais déjà 26 ans. D'accord. J'avais déjà 26, 27 ans. Jamais trop tard pour jamais trop tard, donc voilà, jamais trop tard. Donc, du coup, j'ai fait cette formation qui donne l'équivalence à peu près d'un baccalauréat agricole. D'accord. C'est le minimum qui est demandé, en tous les cas, en Guyane pour faire de l'installation, pour s'installer. Et donc, ensuite, commence ce qu'on appelle le parcours à l'installation. Donc, demande de terrain qui prend assez de temps. Donc, moi, j'ai attendu à peu près 3 ans et c'est très peu pour avoir mon terrain. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle une dotation jeune agriculteur, plus communément appelée DJA. DJA, c'est une dotation, c'est une somme d'argent qui est versée à un jeune pour qu'il puisse démarrer. Cette dotation à l'époque était de 35 000 euros, donc j'ai touché 35 000 euros et j'avais droit à ce qu'on appelle de l'aide à la modernisation qui monte à 150 000 euros d'investissement. C'est pas 150 000 euros de trésorerie, c'est de l'investissement. Donc pour pouvoir, alors 150 000 euros d'investissement, financé à 75%. Ça veut dire que sur mon tracteur, quand j'ai acheté l'Europe, le CNES ici, tout confondu, ils ont mis 75%, moi je n'ai mis que 25%. Mais le plafond, c'était 150 000. Donc voilà, c'est avec ces aides-là que j'ai démarré au début. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en Guyane, comparé ailleurs, on est vraiment à ce qu'on appelle de l'installation à proprement parler. C'est-à-dire qu'il faut déforester. Je sais que ces temps-ci, ce mot-là, il fait mal, mais c'est une réalité. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Comme je dis, ça pose problématique, mais de toute façon, il faut savoir que pour nourrir une population, un beau mot, il faut bien mettre des arbres par terre, sauf que il faut les mettre de manière intelligente. C'est-à-dire que nous, on ne retire la forêt à certains endroits que si ce qu'on va planter le nécessite. Si ça ne le nécessite pas, on plante avec la forêt existante. Voilà, c'était juste la parenthèse pour comprendre qu'ici on n'est pas sur des terres qui ont déjà été travaillées, c'est que uniquement de l'installation. C'est-à-dire que là, je sais pas si tu vois, mais tu as un fil d'eau qui passe. Faut bien faire monter l'eau. L'eau elle sort d'une cuve qui est en bas. Qui sort d'un fourrage. Le fourrage on l'a fait, on l'a pas trouvé là existant quoi. Donc on est voilà. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup plus cher aussi. Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Il faut savoir que les banques ici ne prêtent pas d'argent. C'est quelque chose que je répétais souvent. En fait, mon parcours de jeune agriculteur, ça a toujours été un parcours d'expérience. De ce que j'ai vécu, je dis aux jeunes, voilà, c'est ce qu'il faut faire ou c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a une chose que j'ai très vite compris, c'est que pour être agriculteur, il faut être surtout bon dans les dossiers, dans les papiers. Un jeune agriculteur qui veut s'en sortir, s'il n'a pas de maîtrise des papiers, il doit, le jour où il a de la trésorerie, la première personne qu'il doit embaucher, ce n'est pas un ouvrier agricole, c'est plutôt une personne qui a cette maîtrise de ses documents. Un expert comptable ou un juriste, ou peu importe, en tous les cas, quelqu'un qui est à même de lire, de comprendre certains documents parce que quand je parlais tout à l'heure de la DGA et de la modernisation, ça va avec des engagements. C'est vrai que c'est de l'argent qui est donné, mais si ce pourquoi on a donné cet argent n'est pas fait, on demande aussi de rembourser. Le problème, c'est qu'en Guyane,
une exploitation qui est créée, il faut comprendre qu'elle est créée de toutes pièces. C'est-à-dire qu'on arrive, quand je suis arrivé devant, là même où on est assis aujourd'hui, tout ça n'existait pas. Je suis arrivé, c'était de la forêt. C'est pas de la reprise comme en France, ça se passe beaucoup dans des fermes. C'est pas de la reprise d'exploitation. On arrive dans un terrain vierge. On arrive dans un terrain vierge. Donc ça veut dire que c'est comme moi, j'ai de la chance sur le bord de route. Je suis arrivé avec mon épouse. On a regardé la forêt. Là, c'est-à-dire qu'on a touché l'argent. L'argent est sur le compte en banque. Les investissements, ils sont couchés sur le papier. Sauf qu'on arrive, c'est un mur de forêt. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Avec toutes les surprises qui vont avec. Première surprise que j'ai eue, moi, c'est arriver devant chez moi, à peine à 50 mètres, c'était déjà un marécage. Voilà, il faut presque un ingénieur maintenant pour arriver à s'installer. Voilà, donc après ça se fait. Voilà, on investit, donc moi du coup, j'étais obligé de retourner travailler. Ma femme travaillait toujours à cette époque-là, elle n'avait pas encore fait sa propre exploitation. Donc voilà, tout notre argent passait sur l'exploitation, tout ça. Et puis il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier que, en tout cas, je sais pas, je parle toujours pour ce que je connais. Quand on s'engage dans l'agriculture ici, c'est aussi une vie de famille. C'est-à-dire qu'on a quitté Cayenne, la capitale, pour venir s'installer à la campagne avec des enfants qui ont toujours été habitués à la ville. Donc, comment ils vont appréhender ça, comment nous on va l'appréhender. Nous, quand on habitait en ville, on ouvrait le robinet, il y avait de l'eau. Là, on puisait l'eau dans la crique. Voilà. Après, on a pris de l'eau de la pluie pour se baigner. L'électricité, on tournait toujours au groupe. Jusqu'à présent, il y a certains bâtiments comme celui-là toujours alimentés au groupe électrogène. Voilà. Et on a commencé à exploiter il y a 7 ans. Donc, au totalité, on est sur 85 hectares, mais sur 3 parcelles différentes. Donc, ici, une parcelle de 20 hectares principalement. C'est là où on exploite les poules, tout ça. Après, on a une parcelle de 50 hectares. Et une autre parcelle de 15 hectares sur lesquelles c'est vraiment dédié à tout ce qui est fruitier. Ouais, essentiellement le fruitier. Alors comme je te disais tout à l'heure, 2 exploitations, donc 2 fermes. La ferme François, moi, sur la partie végétale, maracuja, ma spécialisation, moi c'est sur tout ce qui est vivrier, donc tout ce qui est patates douces, igname, dachine. Et je fais aussi de la banane plantain. Alors, et la patate douce en export. Là, tu vois les maracuja. Donc, c'est un truc totalement en symbiose. Hein. Tu vois les poules sous les maracuja, les choses comme ça. Tu vois. Donc, voilà. Alors, moi, sur ma partie à moi, je suis en exportation sur la patate douce. Mais je néglige pas le marché local, hein. Je suis sur les deux, sur la patate douce et sur l'export, et après tout ce qui est vivrier, dachine, tout ça, igname, c'est surtout pour le marché local, la banane, tout ça. Donc ça c'est une poussinière, là c'est un deuxième poulailler, enfin un tour devant. Après aussi une grosse partie fruitière, principalement. Alors depuis qu'on est rentré devant, là c'est surtout des wassaï. Ça. Là c'est un deuxième poulailler, toujours en bio là. Donc là elles sont déjà rentrées, mais sinon elles sont à l'extérieur. Elles sont à l'extérieur. Comme c'est des poules guyanaises quoi. Voilà, elles sont à l'extérieur, tout ça. Et elles font un petit peu de chasse, j'imagine. Voilà, comme ça qu'elles de dehors. Bon là je sais pas pourquoi elles sont rentrées déjà. Du coup, elles enlèvent les insectes nuisibles. Elles enlèvent le nuisible, et puis elles s'alimentent un petit peu de ce qu'il y a à l'extérieur quoi. Donc tout ça c'est le principe du bio, parce que faut savoir que toute l'exploitation est en bio, et nous ce qu'on recherche également c'est un petit peu là derrière, donc là tout ça c'est du tout ça ce sont des wassaï. D'accord. Des wassaï, ce que les gens appellent assaï, mais nous en Guyane c'est wassaï. C'est wassaï. Voilà, nous le nom français c'est wassaï. Alors tu me connais, tu sais, maintenant tu as un petit peu, on s'est présenté tout à l'heure, je m'étais présenté à toi. Et tu sais que donc je fais partie de l'UPR, Union Populaire Républicaine. Cette interview aussi va être diffusée j'espère, sur la chaîne UPR TV. Et en fait, moi cette partie-là m'intéresse beaucoup. Parce que tu es parti à Bruxelles, on t'a expliqué en fait tu as appris, j'imagine, à ce moment-là, toutes les normes et les contraintes de normes qui étaient appliquées à des agriculteurs. L'agriculture, il faut savoir que ça englobe aussi bien l'élevage que le végétal que la pêche. L'aquaculture, tout, c'est tout. Voilà. C'est quand tu arrives à Bruxelles et que tu as la chance d'avoir quelqu'un en face de toi pour te donner un cours. C'est pas donné à tout le monde, mais on a eu la chance. La première chose qu'on nous a dit,
et qu'on a bien compris, enfin qu'on a du mal à comprendre, mais qu'avec le temps on a compris. Il nous a dit, avant toute chose, je vais vous dire une chose, nous sommes dans la mondialisation. Ouais. Alors pour moi, ça me paraissait un grand mot, pour ne pas dire un gros mot. Le marché est... Mais le marché est global. Le marché est global. Et après, il y a toutes les déclinaisons. Le marché européen, le marché américain, le marché canadien, etc. En ce qui nous concerne, le marché européen, il est construit d'une manière qui fait que pas de frontières. Tout le monde vend tout à tout le monde. En sachant pas de quota. Enfin, pas de quota, c'est pas vous qui les choisissez, c'est pas l'État en fait qui va les choisir. C'est pas l'État qui va les choisir et de toute façon, ils vous diront ça reste des affaires privées. Donc la concurrence. De la concurrence. Là où elle devient déloyale, cette concurrence, même si on est tous européens, c'est quand vous avez un pays européen qui a un pouvoir d'achat plus faible, donc un coût de production plus faible, du coup va produire moins cher que par exemple un agriculteur métropolitain. Donc du coup, les grandes chaînes de distribution iront s'approvisionner ailleurs, malgré qu'ils ont ces produits-là chez eux. Donc après, il y a autre chose aussi qu'il faut savoir de l'Europe, c'est que l'Europe n'aide pas simplement les Européens, elle aide aussi les pays à côté. Par exemple, nous, c'est à Bruxelles que j'ai appris que, par exemple, nos collègues agriculteurs surinamais touchaient des subventions agricoles. Donc, du coup, ils touchent des aides, non touchent des aides, mais eux, déjà, leur coût de production est déjà moindre. Donc, concurrentiellement, comment tu peux concurrencer? C'est impossible. Voilà. Mais c'est vrai que pendant un moment, même pendant quelques années, c'est quelque chose qui m'a travaillé. Mais avec mon épouse, on a vite compris qu'il faut prendre le contre-pied. Ouais. Il faut faire autrement. C'est-à-dire que, ok, c'est la mondialisation, ok, l'Europe, c'est comme ça. Ouais. Bon, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait pour tirer notre épingle du jeu? Parce que là, c'est le projet d'une vie. Quand tu as compris qu'il fallait changer le système de production et ne pas aller dans la surproduction, chose qu'on demande en fait au niveau européen, de produire plus. Toi, tu t'es dit, je vais faire de la qualité, je vais faire du bio. Ça, c'est intéressant pour les agriculteurs guyanais qui nous regardent, qui vont regarder ces émissions, qui vont dire, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir dans ce marché qui est quand même assez concurrentiel, où on est tous en concurrence, c'est de produire de la qualité. Il faut produire de la qualité parce que de toute façon, et aujourd'hui je me rends compte, tout le monde cherche à se nourrir correctement. Tout le monde cherche des produits de qualité. Le problème, c'est que parfois le produit de qualité, il coûte cher. Il coûte cher, pourquoi? Parce que parfois un producteur, il n'en fait pas beaucoup, donc du coup, le prix augmente. Nous, on a décidé de produire suffisamment, en tous les cas, pour que chaque client qui nous demande des produits, qu'il puisse en trouver. Et du coup, ce qui est devenu encore plus intéressant pour nous, c'est que comme notre clientèle nous suit, ça fait qu'on a capacité aujourd'hui de maintenir les prix toute l'année et essayer d'avoir le maximum de produits, en tout cas quand ça pousse, également toute l'année. C'est-à-dire que la banane du 1er janvier au 31 décembre, le prix ne changera jamais chez nous. Parce que du coup, quand quelqu'un passe commande chez nous, ils ont la liste de nos prix, ça fait que les prix ne changent pas. Les restaurateurs avec qui on travaille savent que nos prix ne changent pas. Donc du coup, ça crée une chaîne de continuité de prix. C'est-à-dire que nous, on est en amont, en aval, ça fait que le restaurateur également, il n'est pas obligé tous les 4 matins de changer les prix de son plat parce que le prix d'un patate douce a augmenté, après on a perdu 50 centimes. Donc ça crée une forme de stabilité. L'agriculture, comme tous les autres métiers, c'est un métier qui avance. Donc ça veut dire que celui qui à un moment était bien en disant voilà, je fais tel type de production, je suis à tel niveau de production, et en un battement de cils, il est déjà dépassé. Oui, et puis en plus il peut y avoir un marché qui s'ouvre, les ouvertures de marché, les libéralisations de marché, exactement, qui s'ouvrent au niveau européen, et là du coup, tout ce que vous avez fait jusqu'à... C'est perdu, donc il vaut mieux diversifier. Nous on est ici, alors comme je disais au début, ici on est sur 2 fermes. Alors on est sur la mienne, la ferme François, sur toute la partie vivrier, exportation de patates douces et tout ça, et ma femme sur tout ce qui est la partie élevage de poules pondeuses, de poules de chair. Donc on a créé une symbiose qui fait que on est très diversifié, on produit, et donc du coup ça nous permet aussi d'apporter plus de diversité aux différents clients, que ce soit restaurants particuliers, associations, peu importe. Et nous, ça nous permet également de nous projeter dans l'avenir.
Quand vous allez sur une exploitation quelconque ici en métropole, aux Antilles, quand quelqu'un par exemple qui fait du porc, et on voulait dire, demain il faut arrêter de faire du porc, il faut faire des poules parce que le porc ça pollue, ça se... Mais il faut comprendre que la personne a déjà fait beaucoup d'investissements et c'est compliqué pour elle de retourner en arrière. Pas qu'elle n'a pas envie, mais c'est compliqué. Nous, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir en permanence essayer de changer de production, de voir, de s'améliorer. Et voilà, mais il faut comprendre que ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que quand je vois comment on tire sur les agriculteurs à boulet rouge, parfois ça me fait mal au cœur parce que moi-même étant agriculteur, je sais que c'est pas facile. En fait ici, comment on fait de la vente en direct des œufs? Mais il faut être dans les normes françaises, de normes moyennes. On est obligé de calibrer les œufs. Quand par exemple tu achètes des œufs chez toi, tu as vu dans la même boîte, il y a des S, il y a des petits, il y a des moyens, il y a des œufs. C'est cette machine-là qui le fait. En fait, on met les œufs dans ça. On met les œufs dans ça, je démarre la machine, ça va faire du bruit. On met les œufs dedans. Le tapis il avance. Le miroir est voilà. Le miroir, ça nous permet de voir si les œufs sont fêlés, fendus, tout ça. Et on les retire. Là, il y a notre numéro sur ma femme. Tac. Tu as vu les œufs, il y a toujours un numéro dessus. C'est le numéro qui te permet d'identifier de quelle exploitation l'œuf est sorti. Et donc là, ça arrive, tac, on trie, on met dans les boîtes. Et voilà. Et cette machine-là nous permet de calibrer 5000 œufs à l'heure. Voilà. Ça, on a la partie tri. On se croirait dans un hôpital. Ah oui, mais là, vraiment ça. En termes sanitaires. Oui, en termes sanitaires, tu es. Autant pas, ils rigolent pas avec ça. Hein. Ça, c'est des contrôles réguliers. C'est pas tu fais ça, tu es à la fraîche tranquillement chez toi, tu fais ce que tu veux. Ah non, là, tu es vraiment dans du lourd. Salle de stockage. Donc, les boîtes vides ne sont pas gardées là-bas, ni les boîtes en plastique. Donc ça c'est pour mettre, ça c'est quand ça part directement chez le client, ça c'est quand on les calibre à l'intérieur, tout ça, donc ça c'est sa salle de stockage à part tout seul. Ça doit être comme ça c'est énorme. Ah oui c'est énorme. Hein. Le fait de devoir mettre les petits cartons à part, ça c'est énorme. C'est énorme. La salle, là tes petits cartons tu les prends uniquement quand tu vas conditionner tes œufs. Il n'y a pas, tu es là-bas, tes trucs sont là-bas, tout ça, là-bas il n'y a rien. Là-bas ça reçoit que des œufs. Par exemple, les petits cartons ils ne peuvent pas être dans le... Non. Mais pourtant il y a de la place. Ah oui, il y a de la place. Hein. Mais là-bas où c'est super propre, là où c'est super clean avec tous les produits, ça peut pas être là-bas. Non, ça peut pas être là-bas. Ni là derrière toi. Ici, même cette zone-là où tu vois là, ça c'est que les œufs qui doivent être là. Ici, on a une capacité de 10 000 œufs par jour. Mais là, c'est que les œufs que tu mets là. D'accord. Que les œufs. Encore, ça peut se comprendre, on va dire là on va les déposer, mais où est-ce qu'on va déposer les cartons qu'on puisse pas les mettre dans cette salle de tri qui pourtant a de la place? Oh non, il y a de la place, mais d'accord. C'est comme ça. Et le congélateur, il n'est pas là pour décorer. Hein. Le congélateur, il est par exemple si quand on a trié, tu as des œufs cassés, fêlés, tout ça, et patati, patata, tu les mets à l'intérieur. D'accord. Pour que l'administration puisse savoir combien d'œufs tu as cassés, pourris. Ils veulent savoir combien d'œufs sont cassés. Tu lèches pas dans la nature, ce sont les normes. Mais pourtant ça peut servir à manger. Ouais, mais non. C'est les normes. Un œuf qui a cassé, ça peut se donner à manger. Oui, ça peut. Tu peux donner à ton chien, tu peux mettre dans la nature pour les. Tu peux le nager, machin, mais. Non, là non. C'est stocké et c'est jeté dans un truc spécial. C'est un peu du gaspillage quelque part là. Pardon. Complètement. On va pas. Complètement. Mais ça c'est les normes. C'est les normes. Oui, c'est pas genre moi qui ai envie de faire ça comme ça. Hein. Moi je sais. C'est les normes. On va continuer tout à l'heure. Tu me présentes et après on va en parler de ça. Par exemple les normes. Par exemple tu vois un truc. Par exemple tu vois ils sont accrochés là les balais, tu vois. C'est parce que c'est la norme. Les balais ils vont pas. Ils doivent être accrochés comme ça. Voilà. Ils sont pas au sol quoi. D'accord. Accrochés. Accrochés comme ça. Ça c'est un truc. Ça s'achète comme ça pour faire ça. Voilà. C'est comme ça. C'est les normes. Il n'y a pas ça au chinois, par contre. Hein. Ah non, mon c'est pour vous. C'est pour vous. Ça, mon tonton, tu l'achètes sur internet, tu le commandes et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Et que c'est pas tout ce qui peut arriver. Ah oui, c'est pas n'importe qui peut. Ah non. Alors cherche la lumière. Là, on est dans le vestiaire. Dans le vestiaire du centre de condition. Il faut le vestiaire. Même si tu es à côté de chez toi, même si c'est chez toi, tu peux te changer. Non. Ah oui, tu viens dans le vestiaire, tu n'arrives pas à changer depuis la maison. Ah d'accord. Comme dans un hôpital. Hein. Oui, voilà. Donc, non, mais là, c'est pour ça que je dis parfois, sur ton gars, je dis les gars,
n'achetez pas vos œufs n'importe où. Regardez ce qu'il faut faire juste pour envoyer les gens. Parfois, ils ne se rendent pas compte. Là, c'est chez moi, mais il y a deux sortes de conditionnement qui sont encore plus grandes. Encore plus le centre de conditionnement est grand, plus il y a des normes. Et ça, c'est pas les agriculteurs qui veulent faire les normes. Hein. Les normes, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, c'est pas nous qui décidons. La petite Charlotte sur la tête. Bon, moi, je m'étais un petit peu renseigné, je t'avoue, on va en parler tout à l'heure, mais les normes, il y a beaucoup de normes qui sont donc faites des normes européennes, puisque pour investir le marché commun, il faut forcément avoir les mêmes normes. Donc ces normes sont gérées par l'Union européenne et la France les retranscrit. Donc quand on voit une norme, souvent norme française, il faut savoir derrière, il y a une norme EU quelque part, ou CE. Absolument. Puisqu'en fait, pour pouvoir vendre, même si vous avez destiné votre marché uniquement à vos voisins guyanais, même si votre niche elle est uniquement sur Cayenne, mais lorsque vous allez produire, c'est les normes européennes. Vous devez produire comme si vous alliez exporter vers le marché européen. Ça c'est important. Ça c'est important. Ça, il faut vraiment le comprendre. Hein. Ouais. C'est-à-dire que nous, comme on produit là, c'est comme si on produisait, je sais pas, en Bretagne ou dans les Landes, je sais pas, dans les grandes zones agricoles, on produit pareil, avec les mêmes normes. Voilà quoi, c'est pas parce qu'on est en Guyane à 8000 km qui fait que. Non, c'est la même norme. C'est la même norme, c'est pareil. Par exemple, moi, quand j'avais fait mon petit tour législatif, j'avais entendu, donc c'était sur Radio Pays aussi, on était sur une histoire où la personne pour faire du poulet boucané, elle devait importer du bois de boucanage qui venait de, je crois que c'est Norvège, qui était aux normes. Parce que notre bois de boucanage, voilà, par exemple, il y a Moa, je ne sais pas comment il s'appelle ce bois de boucanage pour le poisson boucané, qui n'est pas encore normé. Voilà. Et on n'a pas la mie de pain, enfin on fait pas le pain rassis pour faire le boucanage au niveau européen, donc il n'a pas le droit lui-même de le faire comme ça. On va perdre aussi à ce moment-là, moi je trouve, j'ai l'impression qu'on peut perdre nos traditions. Moi je vais vous dire franchement quelque chose. Moi pour avoir été à Bruxelles, il y a quelque chose de simple qu'ils me disaient là-bas, et ça, ils ont ce problème avec tous les pays européens. Ils disent, et l'Europe, elle est là pour appliquer des règles que vos pays font. Pourquoi ils disent ça? Tous vos ministres de l'agriculture, ils sont tous là. Tous vos ministres de ceci, cela, ils sont tous là. Donc ça veut dire que ce genre de petits problèmes-là, et le ministre, il va prendre ses ordres, il va prendre ses conseils des maires, des députés, des sénateurs. Donc ça veut dire qu'à un moment, nous en Guyane, alors je ne dis pas qu'un tel ne fait pas son travail, un tel ne fait pas son travail, mais dans tous les cas, à un moment, il n'y a personne qui a dit, attention, nous en Guyane, c'est de la forêt, du bois, du charbon, on en a à revendre. Ouais. D'accord, je n'ai pas dit forcément de dérogation, mais ça veut dire que puisqu'on sait que ce problème-là va arriver, c'est de se dire, bon, eh ben, du coup, on va commencer à mettre des gars en place pour normer leur bois, ceci, cela. Donc ça veut dire qu'au moment où celui-là, il veut commencer à boucaner son poulet, il se rend compte qu'il n'a pas le charbon en bon état, du coup, il est obligé d'aller chercher ailleurs. Mais aussi à ce moment-là, on ne va jamais se dire qu'on va quand même mettre en place des gars pour qu'ils puissent rentrer dans ce marché, parce que ça veut dire quoi? Lui, il pourrait fournir en charbon ces personnes-là, mais même ça fait du travail, mais même peut-être que ce charbon-là peut intéresser d'autres ailleurs. Donc c'est toujours ce petit problème-là, et c'est pour ça que moi, il y a un double problème. Il y a un problème européen par rapport à cette contrainte de normes, et il y a un problème, on va dire, national, au niveau des ministères, au niveau des localités, au niveau des députés, pour ne pas déclencher des remises, comment on dit ça, c'est des normalisations de nos produits, qui soient normalisés. Ouais, mais et quand j'étais aux jeunes agriculteurs ou à Chemin Agriculture, c'était en permanence mon combat. J'ai jamais d'ailleurs c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas vraiment eu de problème, c'est-à-dire que je n'ai jamais tiré à boulet rouge inutilement. J'ai toujours fait remarquer ce qui n'allait pas. Voilà. Et ça, par exemple, ça c'était un problème. Mais nous-mêmes, par exemple, sur l'agriculture, quand on parle de déforestation, en Europe, on ne peut pas parler de déforestation. Ça se comprend. Pourtant en Guyane, comment voulez-vous installer quelqu'un sur la forêt primaire qui est sans déforester? Tu peux, t'es obligé. Donc du coup, parfois, on a dû monter plusieurs fois à Bruxelles, pas que moi, mais d'autres collègues aussi à l'agriculture, pour expliquer, attention, voilà, en Guyane c'est comme ci, c'est comme ça, ou sinon on ne produit pas. Même sur le plan national, quand on va essayer d'expliquer ça, ça a du mal à être compris. Donc, imaginons quand on arrive à Bruxelles, qui est encore plus loin qu'au machin. Donc c'est pour ça que bien souvent on les faisait venir en Guyane et leur montrer voilà le contexte actuel, parce que voilà,
c'est comme ça, est-ce qu'on veut produire, est-ce qu'on ne veut pas produire. Maintenant, mettre des règles, mettre des garde-fous, oui, c'est normal. Oui, au niveau hygiène, par exemple. Niveau hygiène, niveau on déforeste pas n'importe comment. Ouais. Voilà, on fait. Il y a des normes qui servent. Voilà. Voilà, on va Mais dire. après, il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Ou sinon, du coup, c'est quand même aujourd'hui, en Guyane, c'est quand même 6000 agriculteurs. Donc on fait qu'on ferme, on met la clé sous la porte. Les fruits que tu fais, qui ne sont donc pas dans un catalogue, comment tu fais pour les vendre à l'extérieur? Ça m'intéresse. Écoute, la banane que tu parles là, bon, c'est la Cavendish, tu vois, c'est comme la Cavendish. Après, la Cavendish, elle est modifiée bon, pour entrer dans la boîte, dans le carton, ceci, cela. C'est le marché. C'est pas le marché que antillais, hein, c'est le marché aussi, un marché aussi africain, un marché international, Saint-Domingue, la Sainte-Lucie, tout le monde mais à terme, on peut perdre nos bananes. Si tout le monde fait la Cavendish, qui va faire des bananes beurre, qui va faire bananes pommes, qui va faire ces bananes? Ben, en tous les cas, nous on en fait ici. Ok. Donc moi je dirais aux agriculteurs guyanais, s'il vous plaît, faites comme lui. Faites-nous des fruits et des légumes qui ne sont pas aux normes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, par exemple, on fait de la banane beurre, on fait de la banane plantain, on fait de la baco, voilà, donc on cultive énormément de variétés de bananes ici. En même temps, je prêche pour ma paroisse en disant voilà, la diversité, c'est bien, ceci, cela. En même temps, pour avoir visité beaucoup d'exploitations aux Antilles, à Sainte-Lucie, même en Haïti, qui commence à produire beaucoup, j'ai visité beaucoup. Le problème, c'est toujours le même. C'est qu'il y a des emplois derrière. Vous avez sur une exploitation, parfois, c'est sur des familles entières qui bossent là. 30, 40 personnes, donc ça veut dire que si demain on arrête de produire dans ces pays-là la banane comme ça, qu'est-ce qu'on fait de ces emplois? Alors, je vais te dire ici, juste pour les métropolitains qui nous écoutent, la Cavendish que vous trouvez dans vos supermarchés, à moi qui suis habitué à ma banane locale, qui est la banane beurre, quand je mange une banane métropolitaine, ça me donne des boutons dans la bouche presque. Parce qu'en fait je suis allergique à pas mal de trucs, et la banane industrielle là, ça me donne un goût bizarre dans la bouche que maintenant je n'aime que la banane beurre. C'est étrange parce que j'ai l'impression qu'il y a je me disais il y a des produits chimiques là-dedans quoi. Et en fait je me rends compte que c'est la variété parce que même lorsqu'elle est cultivée ici, ça ne va pas avec moi. C'est la variété parce que elle est modifiée, elle est arrangée, donc voilà, mais c'est une forme de banane quoi, c'est une banane. Et donc en fait pour conserver nous, parce que moi c'est ça qui m'intéresse quand même, c'est quelque chose qui... Pour conserver nos fruits, nos plantes traditionnelles, j'allais dire, voilà, en fait c'est ça qu'on avait toujours ici, il faut qu'en fait un maximum d'agriculteurs se rendent compte que le marché européen de toute manière est un marché commun et que pour faire concurrence à ce marché, aujourd'hui, il est vraiment beaucoup plus intéressant de faire des choses bio d'abord et ensuite des choses qui sont un peu plus rares. Voilà. De toute façon, je vais donner, pour ceux qui sont en métropole qui écoutent, vous allez dans n'importe quel restaurant, par exemple, n'importe quel restaurant de Paris, à n'importe quel endroit, vous arrivez, vous avez quoi? Vous prenez 10 brasseries, 10 restaurants, vous allez toujours trouver entrecôte frites. La normalisation. Vous savez qu'il faut faire ça, donc ça veut dire que on trouve, rares sont les restaurants où vous allez trouver sur une carte des produits un petit peu plus, je ne vais pas dire forcément exotiques, mais un petit peu plus traditionnels. Mais dans l'agriculture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une tendance qui est en train de se faire où tout est en train de normaliser. Banane, ceci, cela, parce que ça doit rentrer dans des boîtes. Ça doit rentrer dans des boîtes. Aujourd'hui, l'agriculture, je pense qu'il y a de l'avenir. C'est l'agriculture qui va sortir de ces boîtes-là. Qui vont partir sur des choses un petit peu différentes, des produits. Et là, je ne parle pas simplement pour la Guyane, je parle pour les Antilles, pour la métropole. J'ai été à Nîmes, j'ai été à plein d'endroits, j'ai vu des super produits, mais complètement oubliés. Mais ça fonctionne dans la région, mais ça ne va pas plus loin. Et je pense que c'est ces produits-là qui ont de l'avenir. Ces produits pour sortir un petit peu des sentiers battus. Mais comme je dis en même temps, je dis toujours, oui, mais que fait-on des exploitations qui, elles, sont déjà mises en place sur des hectares et des hectares de ceci parce qu'on leur a demandé à un moment de faire ça. Il faut qu'ils se transforment. Il faut qu'ils se transforment. Donc, s'ils doivent se transformer, ben, il doit y avoir de l'accompagnement. Parce que, comme j'ai dit, le problème de l'agriculture, comme j'ai dit, bien souvent, c'est le travail d'une vie.
Quand une personne est déjà arrivée à la moitié de sa carrière professionnelle dans l'agriculture, lui demander de faire le changement parfois, C'est dur. c'est dur. Un jeune qui reprend, oui, pas de problème. Mais pour celui qui est en fin de carrière, j'ai envie de dire qu'il ne va pas arracher tous ces... Parce que pour lui, il ne voit pas la carrière, il est déjà en fin de carrière. C'est tout ça, c'est tout ça. Aujourd'hui, on prend le cas d'un jeune qui sort du lycée, vous lui demandez de... en général, la rédaction de quelque chose comme ça coûte 1 500 euros. 1 500 euros, déjà pour un jeune qui sort de l'école, il les a pas. Et c'est une somme. Et puis même, je veux dire, même pour quelqu'un qui travaille, c'est une somme, 1 500 euros. On vous rétorquera, oui, mais c'est pris en charge à 75%. Oui, mais sauf que les 1 500 euros, il faut les sortir. Parce que la personne qui fait ça, c'est un prestataire externe. Donc lui, il a fini son boulot, il faut le payer. Donc, c'est toujours c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc la personne qui arrive jusque-là avec son papier rempli, faut être sympa avec elle. Faut être sympa. C'est le bureau de madame. Ah ben qui est parti. Qui est parti à pied en plus. Non, il faut que tu la rattrapes. Ah ben non, elle est déjà à la maison là. Vas-y, rentre. Alors ça c'est c'est le cœur central de l'exploitation. Donc c'est d'ici que mon épouse gère donc du coup les deux sociétés, la ferme François, la ferme Maëlia. Donc je te montre ça, ça par exemple, ça c'est ma marque à moi. Alors nous, exploitation, on est très... ça c'est la mienne à moi. C'est la ferme François. La ferme François. Alors juste avant d'aller... parler, mais voilà, ils sont toujours... Voilà, juste avant d'aller sur les deux autres questions qui sont à peu près identiques d'ailleurs, juste je voudrais rappeler à nos spectateurs que la France verse 23 milliards d'euros par an à l'Union Européenne. Et le plus gros est pour la PAC, politique agricole commune, mais que Bruxelles gaspille, utilise, on va dire, 9 milliards pour donner à d'autres pays membres. Donc en gros, toutes les subventions dites européennes sont avant tout des subventions franco-françaises, avec en plus des cadeaux qu'on fait aux pays membres et aux pays extra-européens. Voilà. Ça c'est quand même pour rappeler. Mais continuons. Donc, on a aujourd'hui le CETA qui vient d'être ratifié, mais il était déjà en application depuis 2017 par l'Union Européenne, et le Mercosur qui vient d'être ratifié en juillet, en même temps quasiment, par l'Union Européenne elle-même, donc sans demander l'avis des États. Et ça ouvre la porte, 1, au Canada, pour le CETA, et 2, au Mercosur, c'est-à-dire à l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, et les pays qui vont produire des produits quasiment similaires aux nôtres, à ce qu'on peut produire en Guyane. Qu'est-ce que toi d'abord, tu as à répondre à ça? Bon, moi, le CETA. De toute façon, CETA, Mercosur, de toute façon, même réponse et puis même constat. Pour moi, c'est un constat de... c'est la mondialisation. Ouais. Donc ça veut dire que de toute façon, que le veuille ou non, ça va se faire. Donc, et ça se fera. Sauf qu'aujourd'hui, moi, comment je vois les choses. Après, ça reste quelque chose de très personnel. Parce que je suis concerné quand même. Je viens de commencer une carrière agricole. Ma retraite, elle est dans 20-30 ans. Donc, je suis concerné. Il faudra tenir. Il faudra tenir. Sauf que moi, je sais déjà comment je vais faire. Et je pense que certains feront la même chose. En tout cas, je conseille de le faire. C'est de savoir, c'est de comprendre maintenant dans ce nouveau dispositif qui est mis en place. Pas de savoir comment on va concurrencer. Parce que je dis déjà, on ne sera jamais concurrentiel. Jamais on ne sera. D'accord. Les coûts de production sont trop faibles. Il y a des exploitations. Aujourd'hui, un agriculteur, ici, quand il a 200 hectares, on dit que c'est un gros agriculteur. Ouais, en fait. Au Brésil, le mec, il a des milliers d'hectares et il n'est pas forcément considéré comme un gros. Donc, de toute façon, et ses coûts de production sont moindres, donc on ne sera jamais concurrentiel. Donc, au niveau des grandes exploitations, des grandes productions, c'est pas là qu'il faut aller parce que de toute manière, là, ils sont plus forts que nous. Ouais, ils sont plus forts que nous. Voilà. Ils sont plus forts que nous, ils produisent moins cher. Ils produisent moins cher. Nos producteurs de porc, qu'on parle en métropole déjà, qui ne sont pas bien riches, eh ben, ils vont se retrouver avec le Canada en face d'eux qui produit encore moins cher. Voilà. Donc il y a des exploitations qui vont fermer. Là maintenant, de toute façon, il faut faire quoi? Il faut partir sur une autre manière de produire. Voilà. Il faut partir sur... En fait, il faut se réapproprier son marché. Et ce qui est véridique, c'est que le consommateur, de toute façon, il est demandeur de ça. Aujourd'hui, vous prenez un Parisien qui ne connaît rien dans l'agriculture, qui est dans son quotidien habituel, lui, vous lui dites comme ça,
vous prenez quelque chose qui est issu du Mercosur et qui est issu du CETA, moi, c'est ce que j'aurais fait. Je serais un agriculteur en métropole. C'est comme je disais tout à l'heure, moi, je suis très porté sur la communication. Je me serais fait un emballage produit non issu du Mercosur, non issu du CETA, mais de la France. J'aurais juste marqué ça. Et juste ça, ça permet aux consommateurs de se dire, ok, je paye 1,50 €, mais là, attention, j'ai une exploitation française, j'ai des emplois derrière, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais sache que, je le dis peut-être pour une petite ferme, mais même un gros céréalier, parce que il y a des céréaliers, mais qui commencent à trembler aujourd'hui, face au Brésil, qui produisent 10 fois, 15 fois plus, et moins cher. Donc, il faut ramener le truc en disant, ben, c'est un produit français, limite demain, c'est un produit européen, parce que le consommateur, lui, où il pêche, c'est qu'il n'a pas toutes les informations. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on a fait. Toutes les informations, on les donne aux consommateurs. Et ça, c'est ce qui va sauver, je ne dis pas l'agriculture européenne, mais en tout cas l'agriculture française, c'est ce qui va la sauver, parce qu'il ne faut pas croire, on est en Guyane ici, mais on est confronté à la même chose que vivent nos collègues. Via le Suriname, via le Brésil. Donc nous, aujourd'hui, si on arrive à s'en sortir, c'est parce qu'on arrive à se démarquer sur certains produits et on arrive à démontrer que, voilà, nous, derrière notre produit, voilà ce qu'il y a. Il y a ça, il y a ça, il y a des emplois, il y a ceci, il y a cela. Et puis, on fait partie de la chaîne économique du pays. Et toi, tu as su être très flexible. D'abord parce que j'imagine, parce que tu es jeune. Parce qu'il faut rappeler juste qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Et c'est une réalité. En France, dans la France. Et c'est dû surtout, maintenant que je t'écoute, au fait qu'il est déjà implanté dans un produit, qu'il a fait toute sa vie sur ce produit, et que tout d'un coup, ce produit, il est plus compétitif. Le mec, ils vont... On sort d'après-guerre, on tombe dans les 30 glorieuses avec des exploitations françaises qui fonctionnaient super bien, qui étaient belles. Une première génération, une deuxième génération, une quatrième génération, aujourd'hui une 5e génération. Et arrivé sur la 5e génération, vous allez dire à votre arrière-grand-père que demain vous allez mettre la clé sous la porte. Pas parce que vous n'avez pas à produire, mais parce que c'est moins cher là-bas. Qu'est-ce que le jeune y fait? Il se pend. C'est ça. D'accord. Donc c'est vraiment en fait ce que je vois, c'est que ce que toi tu proposes pour sauver l'agriculture guyanaise déjà, en Guyane, c'est déjà de revenir à ce qu'on faisait toujours. Et aussi bien, parce que avant, enfin je sais pas, moi je connaissais l'agriculture, ce qu'on appelait l'agriculture familiale. C'était en fait les gens faisaient leur agriculture, leurs abattis, tout ça, et puis ils allaient vendre chez madame. Chez Josie ou chez madame, voilà. Et on retrouvait au magasin, en fait, ce qu'il y avait dans le surplus de l'agriculture familiale. Exactement. Et en fait, tu proposes, en fait, quelque part, pour sauver même l'agriculture française, de revenir à une sorte d'agriculture familiale, c'est-à-dire où on va faire tourner divers fruits et légumes, de différentes variétés, surtout. D'abord pour ne pas appauvrir la terre, si j'ai bien compris, et aussi pour ne pas avoir à utiliser des produits qui coûtent d'ailleurs cher. Donc on va rentabiliser sa terre en la faisant tourner et en la faisant un petit peu comme avant en fait. Voilà, moi franchement à ce niveau-là, comme je dis, je n'ai rien inventé. J'ai juste repris un ancien système, parce que cette agriculture familiale ici, c'était la même qu'il y a en métropole, c'est la même qu'il y a un petit peu partout de début de l'agriculture. J'ai juste repris ce système-là et je l'ai professionnalisé. Super. Il n'y a que 2 saisons ici, saison des pluies, saison sèche. Là, on va rentrer en saison sèche. Là, c'est cette soi-disant mauvaise herbe qui va protéger mes patates douces. Elle va les protéger du soleil. Et quand j'aurai les pluies de changement de lune, l'eau, là j'ai un dénivelé, mais toute cette herbe-là, tous ces petits arbustes-là vont retenir l'eau pour mes patates douces. Donc à un moment, il faut juste choisir un compromis. Aujourd'hui, pour moi, le bio, c'est pas une contrainte. C'est pas du tout une contrainte parce qu'on n'utilise pas de produits, tout ça. Alors, je fais pas la promotion du bio. Je suis agriculteur bio, donc je parle du bio. Je parle de mes avantages. Peut-être pour d'autres, ce seront des inconvénients. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur le bio, ça demande énormément d'énergie puisque la main de l'homme ne pourra jamais être forcément remplacée par que des machines. Les machines, ça aide, mais là, par exemple, c'est planté en but, donc ça veut dire que le ramassage se fera manuellement, des choses comme ça. Mais c'est un compromis. C'est un compromis, donc nous, de toute façon, depuis le début, moi, j'avais pas commencé en bio, j'avais commencé en agriculture raisonnée, donc j'étais déjà parti dans ça. Après, voilà, moi, mes clients, toutes les personnes avec qui je travaille,
toute façon, tu as vu quand tu es arrivé à l'entrée dans l'exploitation, c'est la seule exploitation qui est ouverte aux 4 vents. Donc la barre est toujours ouverte, les gens ils viennent visiter en permanence. Donc il n'y a jamais de secret. Et c'est ce qu'on veut montrer aux personnes, c'est que voilà, on produit comme ça, à la fois à l'ancienne, à la fois sur la protection un petit peu, j'ai envie de dire, de la santé humaine, et en même temps, bon, de la bonne convivialité, parce que si tout se passe très bien, quoi. Et il y a une chose que je dis toujours également, je dis toujours une chose, c'est que je suis marié à un métier, pas une production. D'accord. Mon métier, c'est agriculteur. Mon métier, c'est pas planteur de bananes, c'est pas planteur de patates douces, c'est pas éleveur de poules, malgré que je fais tout ça. Alors oui, ça ne ressemble pas encore, mais ce sera une porcherie. Ce serait une porcherie. Ce sera une porcherie. Et est-ce que dans le même concept, tes cochons seront Plein air. plein air? Plein air, C'est-à-dire qu'ils vont que, se balader. voilà, ils vont rentrer là, et toute cette partie-là que tu vois là, ce sera la zone plein air des porcs. Ok. Tout ça sera en zone plein air. On va passer là comme ça parce que Et sinon... est-ce que c'est pour ça que tu as commencé à mettre du maïs ou ça sera autre chose? Alors je vais... je suis nerveux. Ah bah tiens, je vais te montrer des produits que j'utilise. Par exemple, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. C'est comme je dis, hein. Bah, mon exploitation on fait à 80, donc il n'y a jamais de secret. Tout est toujours à portée de main. Voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça, c'est du purin d'ortie. Tu vois. Purin d'ortie. Du purin d'ortie. Agriculture biologique, tu vois. D'accord, le purin d'ortie, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors celui-là, le purin d'ortie, bon ben un peu comme le purin de consoude, ils ont cette propriété-là de chasser les nuisibles. C'est-à-dire que quand ils prennent l'odeur ou quand ils prennent le goût, ça fait une sorte de répulsif naturel, quoi. Donc en fait c'est au goût, quand ils goûtent, ils aiment pas. Donc ils s'en vont, donc du coup ça protège un petit peu. Mais voilà, ça c'est des trucs, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours sous forme d'huile essentielle, hein, un peu liquide. Alors, ça sent pas très bon en plus, mais voilà, c'est... Certes, on a la chance, mon épouse et moi, d'avoir des productions qui fonctionnent, mais c'est pas tant les productions qui fonctionnent, c'est la façon, pas qu'on produit, mais la façon d'avoir cette vision de l'agriculture. Je pense que même si l'agriculture n'est pas la même sur tous nos territoires, mais on s'appelle tous quand même agriculteurs et il faut pouvoir rebondir. Ben, merci beaucoup. Merci on va clôturer là-dessus. Merci. Je voudrais juste rappeler aussi à nos spectateurs, donc une chose à ne pas oublier, pour moi et donc pour l'UPR, la porte d'entrée des traités internationaux, c'est l'Union européenne. On a délégué nos pouvoirs à l'Union européenne, dont celui de ratification des traités. Et donc, il est important de comprendre aujourd'hui que la globalisation que nous subissons, elle est aussi due au fait que de notre appartenance à ce traité dit de l'Union européenne, qui n'est pas vraiment une union si on regarde les détails. Il y a une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que sur le programme de l'UPR, il y a justement inscrit cette valorisation de l'agriculture familiale. Et je trouve que c'est intéressant quand on arrive jusque-là, parce que moi, ce que je trouve remarquable dans ce programme, qui est vraiment un programme intéressant, il faut le lire, c'est qu'en fait, on en revient, quand on interroge les gens, on en revient à ce que les gens veulent. Et donc, ce programme de l'UPR, moi, je vous encourage à le lire, je vais le mettre en lien dans la vidéo. Il est vraiment intéressant au niveau de l'agriculture et il est intéressant au niveau humain. Bon, déjà, moi, je suis content d'avoir fait cette interview. Je vais vous donner ensuite rendez-vous la semaine d'après, donc la semaine prochaine, puisque je vais vous faire un entretien individuel, un entretien rendez-vous citoyen sur le CETA. Voilà, il est très intéressant. J'espère que vous le suivrez aussi. Voilà. Merci Jean-Hubert. Merci. Hein. Merci beaucoup. J'ai la tête remplie d'idées, J'espère que j'ai pas trop parlé. Non, c'était vraiment très bien. Mais en fait, c'est les tiges qu'il faut reprendre pour replanter pour avoir de la patate douce. Voilà. Et tu donnes des cours ou... Moi j'ai besoin. C'est parce que t'as un pote que je te laissais venir.